Bonjour à tous, eh bien, nous sommes ravis d'être là aujourd'hui pour cette 5e édition, pour la poursuite de cette 5e édition du festival Bibliotopia qui, comme vous l'avez entendu, a comme thème cette année le care, le soin. Et Dieu sait qu'après ce qu'on a vécu en Europe et bien au-delà ces 2 dernières années, c'est sans doute un thème qui nous touche beaucoup individuellement et collectivement. Avant d'entrer dans la discussion et de dire à Philippe Grimbert à quel point nous sommes heureux de vous parler ce soir, je précise une nouvelle fois qu'après la rencontre, Philippe Grimbert ira donc signer son livre en haut et qu'ensuite aura lieu un cocktail dînatoire ici à notre étage. Voilà. Donc, Philippe Grimbert, vous êtes écrivain, vous êtes psychanalyste. On vous connaît depuis longtemps, notamment pour un livre qui a eu un vrai succès, qui était Un secret, en 2004, dans lequel vous racontiez la manière dont un secret a bouleversé votre enfance et votre adolescence, un secret de famille qui avait trait à l'histoire du XXe siècle et notamment de la Shoah. Et donc, je disais justement ce titre de la rencontre, Consoler l'absence, thérapie, deuil et intelligence artificielle. Nous verrons au fil de la discussion comment est-ce que là, ce sont vraiment les thèmes de votre dernier livre, au titre magnifique, Les morts ne nous aiment plus. Mais consoler l'absence, c'est évidemment une question qui vous est chère depuis très longtemps, qui est celle de comment surmonter la perte ou comment vivre avec la perte. C'est une question que vous avez largement étudiée en tant que psychanalyste, et puis c'est une question que vous abordez aussi en tant qu'écrivain depuis longtemps. Et dans ce livre-là, Les morts ne nous aiment plus, vous l'abordez de manière assez singulière, puisque c'est l'histoire de Paul, un spécialiste du deuil, qui vit deux choses. D'abord, au début du livre, il vit un accident cardiaque au cours duquel il croit qu'il va mourir. Il va être sauvé in extremis par sa femme Irène, qui va l'emmener aux urgences, et on va lui mettre une pile dans le cœur, comme ça arrive à beaucoup de gens. Et donc, il va vivre un espèce de nouveau rapport technique à sa propre vie qui va bouleverser sa vision de l'existence. Et puis, dans un deuxième moment du livre, je crois que je peux le dire sans déflorer l'ensemble, Irène, sa femme, sa compagnonne sa compagne de toujours, eh bien, va mourir de manière tragique puisqu'elle va se suicider. Et on va découvrir à quel point elle-même n'a jamais surmonté un deuil d'enfant qui est le deuil de ses parents. Et donc, l'histoire du livre, ça va être la manière dont Paul va vivre l'absence d'Irène, la manière dont il va tenter de faire son deuil, de faire son travail de deuil. Et on va, avec vous, parler de cette expression. Est-ce que c'est une expression qui a vraiment un sens? Et la manière dont peut-être il ne va pas le faire et il va avoir recours à l'intelligence artificielle. C'est tout le romanesque de ce livre. Mais peut-être, avant de vous écouter lire lire un extrait du livre, j'aimerais vous poser la question sur la psychanalyse, puisque nous allons beaucoup parler de la psychanalyse, et sur cette question du care, du soin qui nous réunit ce week-end. Est-ce que la psychanalyse, c'est vraiment le lieu du soin et même de la guérison de l'esprit individuel? Ça, c'est un terme qui pose vraiment question. Vous le savez sans doute, la psychanalyse a une très mauvaise presse depuis quelques années au profit de théories comportementalistes ou cognitives qui ont leur valeur. Mais il y a quelque chose dans notre époque qui fait que les valeurs essentielles qui sont cultivées, c'est-à-dire, au fond, l'évaluation, la rapidité, l'efficacité, sont des termes qui sont contradictoire avec l'exercice même de la psychanalyse. Et tout ça vient peut-être, je pense, c'est vraiment objet d'un débat, de l'idée qu'on reproche à la psychanalyse de ne pas guérir. Et très souvent, on dit quelqu'un est en analyse depuis déjà des années, regardez, il est toujours aussi mal, enfin, ça ne l'a pas guéri. Or, je crois que le malentendu vient du fait que, de mon point de vue, la psychanalyse ne guérit pas. Ça peut sembler un peu paradoxal de la part d'un analyste que de dire que la psychanalyse ne guérit pas. Non, elle fait mieux que ça, elle sauve. Et c'est vraiment une question fondamentale. C'est-à-dire que guérir, c'est une façon le terme de guérir colle la psychanalyse à l'idéal médical de la guérison, c'est-à-dire de la disparition des symptômes. Voire,
de l'éradication des symptômes, c'est-à-dire vraiment, on ne peut pas faire plus radical dans l'élimination du symptôme. Or, le symptôme, c'est quelque chose qui nous crée, qui fait notre personnalité, notre richesse. Et la psychanalyse, elle, son objectif, c'est de vous apprendre, je dis vous, c'est de nous apprendre à faire avec nos symptômes. Et il y a une phrase pour ça que j'ai trouvée chez Gide qui me semble remarquable et qui est sûrement une bonne définition du résultat que devrait être celui d'une psychanalyse. Il faut toujours suivre sa pente pourvu que ce soit en montant. Et je trouve cette formule magnifique parce que je crois que c'est ce que la psychanalyse nous apprend à faire. Alors voilà, sortir déjà de ce malentendu qui veut faire de la psychanalyse une thérapeutique comme une autre, alors que c'est un chemin, c'est un voyage que l'on fait sur soi-même. Et si elle nous sauve, c'est parce que souvent, en dehors de nos symptômes, qui peuvent être des richesses, il suffit de voir comment certains artistes, précisément, doivent, je veux dire, le foisonnement de leur œuvre, la beauté de leurs tableaux, de leurs sculptures, de leurs œuvres picturales ou cinématographiques, ils le doivent à leurs symptômes et à ce qu'ils ont su en faire. Il ne s'agit surtout pas de les débarrasser de ce symptôme. Mais sûrement, je pense évidemment à Woody Allen, mais bon, il y en a bien d'autres. Woody Allen en a fait vraiment son fonds de commerce. Mais il peut dire vraiment merci à la psychanalyse. Oui. Il y a donc cette question, c'est-à-dire, au fond, sortir de l'idée de la guérison, de « je vais mieux », au profit de quelque chose qui nous amène à assumer ce que nous sommes, notre destinée, et à faire de ce qui aurait pu être un empêchement une force. Alors, pour commencer, on va vous écouter lire un extrait des Morts ne nous aiment plus, qui est un extrait très intéressant que vous avez choisi, puisque vous montrez comment est-ce que certains événements dans la vie, que ce soit donc l'accident cardiaque dont on a parlé, et puis ensuite la perte de l'absent, bouleversent notre rapport au temps. À chacun son âge imaginaire. Pour certains, l'innocence et la cruauté des premières années. Pour d'autres, les angoisses et les éruptions de l'adolescence. Comment pouvais-je croire en la réalité du temps qui passait quand une part de moi restait jeune, tapie dans le refuge nostalgique de mon enfance? C'est de cette place que je contemplais le monde, pendant que celui-ci me renvoyait dans les cordes. Que me jetait au visage le miroir quand je ne l'évitais plus? Cette évidence qui sautait aux yeux des autres et s'accélérait depuis la disparition d'Irène, un corps qui ne pouvait plus rien cacher de ses défaites. Mon cœur avait failli émettre son dernier battement et devait maintenant son rythme à une merveille de technologie. Sur mes mains ou mon front s'écrivaient les moindres contrariétés qui en constellaient la surface. Alors, là, on voit le narrateur vraiment au début du récit, qui est tout d'un coup transformé par ce qui lui arrive, transformé par la mort de l'autre. Est-ce que c'est ça aussi que vous vouliez raconter en premier, la manière dont un homme peut être transformé par le deuil? Évidemment, c'est l'expérience la plus douloureuse, la plus scandaleuse même qui puisse nous arriver, la disparition d'un être aimé. C'est quelque chose qui m'a toujours interrogé et qui, je crois, avoir développé dans plusieurs de mes livres, parce que nous y sommes tous confrontés. Il y a quelque chose, au fond, que le deuil transforme un homme, c'est une évidence. Je vais peut-être vous faire un aveu parce que j'ai peut-être cette singularité en tant qu'analyste de partir de mon expérience personnelle pour arriver à la théorie. Et au fond, le sujet que je connais le mieux, le névrosé que je connais le mieux, c'est moi-même. Et il est évident que ça me permet, à partir de ce qui m'est arrivé, de dire, je l'espère, des choses qui touchent tout un chacun. Donc le deuil, c'est une expérience que j'ai traversée. Et je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 13 mai, et c'est l'anniversaire de la disparition de mes parents, que j'évoque ici parce que, d'abord, le thème du deuil aujourd'hui, et ce jour-là, particulièrement cet anniversaire-là, c'était important que je puisse en parler ici, le partager aussi, pour vous dire que ce livre que j'ai écrit, Un secret, qui parle particulièrement de cette histoire tragique de mes parents, est effectivement le résultat d'un travail de deuil. C'est ma solution, ça a été ma solution pour pouvoir faire enfin le deuil
d'un événement tragique, particulièrement tragique. Toute mort est tragique. Celle-là l'était peut-être un peu plus que les autres. Et quand je me suis aperçu que c'est aujourd'hui que j'allais parler de cette question du deuil, je me suis dit qu'il fallait que je l'aborde. Parce que ça a évidemment un impact sur moi évident, mais aussi pas du tout pour faire du pathos ou pour tenter d'émouvoir l'Assemblée avec quelque chose qui évidemment est tragique, mais plutôt pour vous dire que même cet événement a été l'occasion pour moi, par le biais de l'écriture et par la transformation que ça a provoqué en moi, de faire de ce qui était un drame, de ce qui aurait pu me détruire, de faire quelque chose qui a été, ça peut sembler un peu obscène d'en parler comme ça, une cause de succès. Alors, oui, alors un deuil transforme un homme, hein. Ça, c'est une évidence. Quand on dit un homme, évidemment une femme aussi. Oui. Bon, mais c'est une question terrible puisqu'on va forcément arriver à se demander pourquoi ces termes à la mode que sont faire son deuil, faire un travail de deuil, j'ai enfin fait mon deuil, j'ai réussi à faire mon deuil. Je suis un peu pessimiste là-dessus, de même que pour les symptômes dont je dis qu'ils ne disparaissent pas et qu'au contraire il faut les cultiver. Je n'irai jamais dire qu'il faut cultiver son deuil, mais en revanche, ne pas être dupe du fait que quelque chose du deuil n'est jamais complètement fait. Je m'appuie là-dessus sur évidemment mon expérience freudienne et ma connaissance de l'œuvre du père de la psychanalyse, qui disait que, à juste titre, que pour l'inconscient, le deuil n'existe pas. Il y a encore quelques nuits, j'ai fait un rêve que vous avez tous fait à un moment ou un autre de votre vie, tous ici présents. Vous avez rêvé que vous étiez avec quelqu'un qui a disparu de votre vie depuis très longtemps, un être cher qui est mort, et vous parliez avec lui tranquillement dans la cuisine, au petit déjeuner, sans qu'un seul instant dans le rêve, quelque chose en vous dise « ça n'est pas possible, il ou elle est morte ». Non, elle est là, je parle avec elle, je parle avec lui, ils sont là. C'est au réveil qu'évidemment me revient l'idée qu'il est mort. Mais le rêve, c'est le terrain du développement de l'inconscient. Et en effet, voilà une des preuves que l'inconscient ne tient pas compte de la mort et que pour l'inconscient, la mort n'existe pas. Ce rêve-là, je le fais régulièrement avec ces chers parents dont je viens de vous parler, mais vous l'avez tous fait un jour ou l'autre. Alors, votre personnage, Paul, et l'histoire qui lui arrive, c'est vraiment l'illustration de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que lui, il va refuser la mort. Il va refuser la mort d'Irène, et donc il va aller voir un certain Jacob Shade, qui porte un nom assez ombrageux, et qui va l'initier à l'intelligence artificielle pour recréer sa femme. Comment vous, le psychanalyste, l'homme rationnel qu'on entend, avez pu imaginer comme ça une fable presque surréaliste? Ce n'est pas moi, c'est Paul. Oui, c'est vrai. Voilà, oui, c'est justement ce qui m'intéressait, c'est que Paul, très proche de moi par sa profession et même par son sens de la rationalité, va sombrer dans quelque chose de parfaitement irrationnel, dans une expérience complètement folle, tout en ayant conscience que l'expérience est complètement folle, mais en ne pouvant s'empêcher de s'y jeter. Vous savez, c'est cette formule que j'entends moi souvent de la part de ce que nous appelons dans notre jargon mes analysants. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'était plus fort que moi. Ça, c'est la marque de l'inconscient. C'était plus fort que moi. Je ne sais pas pourquoi j'avais fait, mais le c'était plus fort que moi, ce C apostrophe, c'est évidemment le ça freudien, c'est-à-dire la dimension de l'inconscient. J'ai eu envie que Paul, dans ce deuil impossible, parce que lui, le grand spécialiste du deuil, qui sait si bien parler de cette question à un public charmé par ses prestations, tout à coup est confronté au deuil le plus difficile qui puisse lui arriver, celui de son épouse, de sa bien-aimée. Et là, évidemment, tout à coup, une forme de régression advient en lui qui l'amène à recourir à un procédé pour le moins extraordinaire. Mais pas tant extraordinaire que ça, parce que ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que ce qui arrive à Paul, je ne sais pas trop jusqu'où je peux aller pour ne pas, comme disent les jeunes, spoiler la fin, la fin de ce récit, qui est quelque chose que... Enfin, j'aimais bien l'idée qu'en effet, il est possible aujourd'hui de faire revivre les morts. Voilà, je le dis comme ça parce que ça peut surprendre, mais avec les limites que le roman raconte. Mais les techniques d'aujourd'hui, et je l'ai appris grâce aux jeux vidéo auxquels jouaient mes enfants, mais aussi
avec les documentaires que j'ai pu voir sur ce sujet, où en effet, on peut reconstituer parfaitement en image virtuelle le visage de quelqu'un, même aujourd'hui de quelqu'un qui a disparu, puisqu'on dispose, contrairement à nos ancêtres, de multiples photos, d'enregistrements de sa voix, voire de films, puisqu'aujourd'hui on filme beaucoup en vidéo, et qu'à partir de ça, on peut faire revivre une personne. Ceci dit, je n'ai pas vu l'émission, mais je sais que Thierry Ardisson récemment a fait revivre Dalida de cette façon, dans une interview où Dalida lui répond, et elle est absolument criante de vérité, sauf que ce n'est pas Dalida. Oui. Alors, le titre « Les morts ne nous aiment plus » nous dit quelque chose aussi sur l'effet de l'absence. Finalement, qu'est-ce qui manque à Paul et qu'est-ce qui nous manque à tous? Est-ce que c'est la véritable présence de celui qui est mort, ou est-ce que c'est le regard qu'il nous porte, l'amour qu'il nous porte? C'est une question qu'on se pose dans le roman, puisque finalement, voilà. Vous savez, c'est une question que je me suis posée précisément au moment où la phrase m'est venue. Elle est choquante dans la mesure où beaucoup d'entre nous, et c'est légitime de pensent que, et surtout quand on est croyant, que les morts continuent de nous aimer au-delà de la mort, à veiller sur nous. Et cette phrase terrible, les morts ne nous aiment plus, m'a fait penser que c'était peut-être ça le plus difficile dans le deuil et dans l'expérience de la séparation d'avec un être aimé, c'est que nous n'avons plus son amour. Et que nous nous trouvons, nous, dans un amour à sens unique. Nous aimons son souvenir, ce que nous savons de lui ou d'elle, ce qui nous reste de cet amour. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de réponse. Et la phrase « les morts ne nous aiment plus » m'a donné envie d'inventer cette fiction pour que Paul, à qui cette phrase arrive comme un choc, parvienne à la faire mentir et à faire qu'Irène, disparue, continue à l'aimer, à le lui dire, avec une sorte de libre arbitre absolument étonnant, qui est pourtant là aussi réellement possible avec les outils informatiques d'aujourd'hui, de donner à une créature de fiction un libre arbitre. C'est très troublant. C'est ce qu'on appelle évidemment l'intelligence artificielle. Et là, nous avons le retour, la résurrection artificielle. Alors, il y a un mythe qui plane sur ce livre, qui est celui d'Orphée. Orphée lui-même est comme Paul, il ne se résout pas à la mort d'Eurydice. Plusieurs fois, vous revenez sur la question d'Orphée. Est-ce que véritablement il voulait qu'elle revienne, ou est-ce qu'il voulait tout simplement la voir? C'est une question qui reste ouverte dans votre livre. C'est la perfidie du psychanalyste de mettre un peu à mal les mythes, par exemple. Alors évidemment que ce mythe d'Orphée, traditionnellement, c'est celui de l'amour absolu, du deuil absolument inconsolable qui mène Orphée jusque dans les tréfonds des enfers, rencontrer Hadès. Shed, c'est un anagramme de Hadès aussi. Ah, d'accord. Oui, mais oui. Et d'aller demander à Hadès, évidemment, qu'il lui rende sa bien-aimée. Vous connaissez tous le mythe. Je te la rends à condition que tu ne te retournes pas sur le chemin du retour. Que va faire Orphée? Il va se retourner et renvoyer Eurydice aux enfers. Le psychanalyste qui a mauvais esprit ne peut que penser que ce retournement d'Orphée est ce qu'on appelle en psychanalyse un acte manqué. Un acte manqué, c'est-à-dire à la manière d'un lapsus, un lapsus qui dit la vérité que l'on voulait cacher. Un acte manqué, c'est une façon de dire la vérité qu'on a au fond de soi, le désir inconscient le plus profond, de le dire à la manière d'un acte. Et on en arrive donc à dire, au fond, et c'est là que je dis qu'il y a la perfidie du psychanalyste, que, au fond, le véritable désir d'Orphée, c'était qu'Eurydice reste aux enfers. Son acte manqué en témoigne. Pourquoi? Pas seulement il l'aime, c'est évident, il l'aimera toujours, mais il ne peut pas aimer une morte revenue des enfers. Il le sait. Il sait qu'il y a eu là un infranchissable. Souvent, je pense à cette scène incroyable, on l'a vu parfois au cinéma, mais où une famille entière veille sur un défunt avec le désespoir absolu de l'avoir perdu. Mais si, d'aventure, le défunt ouvre un œil ou lève un bras, la famille entière fuit, terrifiée, alors qu'elle devrait sauter de joie.
pensez à ça, il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours intrigué, dans le fait qu'il y a du plus jamais, et le plus jamais, nous en avons besoin aussi pour faire notre travail. La dernière interprétation de l'acte manqué d'Orphée, c'est de savoir que pendant tout le temps où il a été privé de la présence de sa bien-aimée, il a créé des chants magnifiques, à tel point que les animaux, les humains étaient tous... Comment renoncer à cette source d'inspiration qu'est la douleur? C'est aussi ça le sens de l'acte manqué d'Orphée. Envoyer Eurydice aux enfers, c'est continuer à créer. Alors ça, c'est une question qui est posée par l'autre personnage, qui est un second rôle, on dirait au cinéma, le violoniste, qui en effet, lui, se console par la musique et trouve une forme d'équilibre, se console de la mort de sa femme par la musique et trouve une existence dans cette éternelle consolation. Voilà, je crois que c'est peut-être aussi le message, si toutefois j'avais envie de délivrer un message, mais du livre, c'est que le deuil, s'il y a un deuil à faire, c'est avec une création. Ça ne veut pas dire que tout le monde est capable de faire, d'écrire des livres, d'écrire des poésies, de chanter, pour chanter la mort de l'être disparu, mais il y a toujours moyen de faire une création qui poursuit la mémoire de celui qui a disparu. Et je crois que c'est là que gît, c'est le cas de le dire, le secret de la possibilité d'un deuil à peu près complet. Je compare toujours le travail de deuil, si toutefois il y en a un, enfin il y en a un, le tout c'est qu'il n'aboutit jamais complètement. Le deuil, c'est comme un voile que l'on jetterait sur la blessure, sur l'absence, sur la difficulté de supporter la disparition totale de l'autre. On jette un voile sur cette douleur-là, mais ce voile, il est déchiré par endroits. Et beaucoup de moments de notre vie, beaucoup de rencontres vont directement redéchirer ce voile, toujours au même endroit. C'est un peu, je dirais que c'est un deuil, vous savez, le psychanalyste anglais Winnicott parlait à propos de la relation d'une mère avec son enfant, disait que c'était idéal quand la relation était suffisamment bonne. Il n'a pas dit que la relation était merveilleusement bonne, suffisamment bonne. Et je dirais qu'on peut, au fond, faire son deuil de façon suffisamment bonne en jetant ce voile déchiré sur nos douleurs. Alors, vous êtes psychanalyste et écrivain et psychanalyste. Il y a parfois, comme Tchekhov était médecin, il y a parfois, on a l'impression, le médecin, le psychanalyste qui réapparaît au moment de l'écriture. Je pense par exemple, l'histoire de Paul est il y a des délais qui sont très marqués. Et d'ailleurs, il nous est dit très précisément qu'au bout d'un an, Paul va décider quelque chose que je ne raconterai pas. Est-ce que vous avez pensé même en étape psychanalytique? Est-ce que, par exemple, Paul va passer par un moment de rébellion contre la mort, qui est quelque chose d'assez symptomatique? Voilà, est-ce que vous avez vraiment pensé comme un psychanalyste autant que comme un écrivain pour décrire le parcours de Paul? C'est-à-dire que, évidemment, mon activité de psychanalyste, quand on est psychanalyste, on le reste en dehors du temps des séances, c'est évident. On peut parfois oublier, si l'on est notaire ou banquier, on peut éventuellement oublier son métier. Mais en tant que psychanalyste, évidemment, c'est toujours là. C'est toujours là. Ça ne se réveille pas tout le temps. Vous connaissez tous ces fameuses situations où quand on arrive dans un dîner en ville, comme on dit, s'il y a un psychanalyste, tout le monde commence à dire « Oh là là, il faut qu'on fasse attention ». Ceci dit, les gens n'ont pas tort. Parce que même si, d'une façon générale, je suis le premier à essayer de penser à autre chose, qu'un petit accroc survienne dans la soirée, un lapsus, un acte manqué, évidemment que le psychanalyste se réveille tout de suite et l'oreille singulière du psychanalyste se dit « Tiens, pourquoi est-ce qu'elle a dit ça ?» J'ai dit « Elle, je ne sais pas pourquoi il a dit ça ou pourquoi elle a dit ça. » Donc, évidemment qu'en écriture, le travail psychanalytique que j'ai fait sur moi-même et la théorie psychanalytique m'amène forcément à vouloir tout de même chercher la vraisemblance de l'évolution d'une situation, d'un caractère, d'un personnage. Par exemple, vous avez évoqué l'histoire d'un an. C'est vrai que Paul, comme moi, a lu Freud et il se souvient que Freud a dit un deuil normal commence à se
s'atténuer au bout d'un an. Au-delà, ça devient un deuil pathologique. Et Paul s'aperçoit avec horreur qu'il est en train de sombrer dans le pire deuil pathologique qui soit. Mais il est bien placé pour le savoir en tant que lui-même psychologue ou psychanalyste. Donc il y a évidemment, je dirais que tout ce qu'on sait, nous traversons tous des stades, des moments d'évolution que Dolto appelait d'un terme pas très joli, des castrations symboligènes, c'est-à-dire ces moments où on abandonne quelque chose de notre vie pour passer à un autre stade, mais en y laissant quelque chose, en y laissant un peu de peau quand même. Hein. C'est-à-dire que vous connaissez tous voilà que je vais faire un cours de psychanalyse, enfin bon, les stades, le stade oral, le stade anal, le stade urétral, le stade phallique que traverse tout enfant, que nous avons tous traversé d'une façon ou d'une autre, en laissant à chaque fois des petites garnisons dans chacun de ces stades. C'est intéressant en littérature, quand on crée un personnage, de penser aussi à ça, à ce qui constitue sa personnalité. Qu'est-ce qu'il a gardé encore de la phase orale, où il a dévoré entièrement le monde, où il a fait connaissance avec le monde uniquement avec sa bouche? Qu'est-ce qui reste de ce stade anal où tout à coup il a découvert l'agressivité, la possibilité de donner ou non à sa mère ce qu'elle demande? Vous voyez de quoi je veux parler. Et il reste des choses que dans la personnalité de l'adulte devenu homme ou femme, il reste des traces de tous ces stades qui se datent. Hein. Pas trop précisément, heureusement, mais en tout cas avec une variation possible, mais quand même en années. Et c'est très intéressant pour un auteur qui s'est frotté un peu à la psychanalyse de penser à ça pour créer un personnage qui soit et qui parlera à tout le monde, parce que nous les avons tous traversés, ces stades, même si évidemment je ne vais pas les évoquer directement dans un travail d'écriture. Mais s'ils sont là, le lecteur l'entendra. Alors, il y a aussi quelque chose qui est frappant dans votre histoire, c'est cette histoire de généalogie du deuil, puisque donc Irène se tue parce qu'elle n'a jamais réussi à faire le deuil de ses parents. Et ça, c'était quelque chose qu'il y avait dans un secret aussi, c'est-à-dire cette idée que la souffrance du deuil est quelque chose qui peut être mis en quelque sorte en sourdine. Mmh. Je prends des termes musicaux que vous connaissez bien, et puis tout d'un coup ressurgir 50 ans après et engendrer d'autres deuils et d'autres drames. C'est peut-être la meilleure illustration de ce que je disais tout à l'heure à propos de la psychanalyse qui sauve à défaut de guérir. Parce que ce qui nous menace le plus directement, nous autres pauvres humains, résultat héritiers d'une histoire transgénérationnelle compliquée, on peut toujours être rattrapé. C'est une phrase peut-être que je dis dans Les morts ne nous aiment plus, c'est on meurt toujours d'une blessure d'enfance mal refermée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui risque toujours de nous rattraper. Et au fond, la psychanalyse, encore une fois, permet peut-être, sûrement de mon point de vue, mais je préfère dire peut-être, de nous épargner ce risque-là. Vous savez, très souvent, c'est après la mort de quelqu'un, pas seulement d'un être cher, mais d'abord de quelqu'un, qu'on prend conscience, nous les survivants, de sa destinée à lui. On comprend comment il a vécu, pourquoi il est mort même parfois. Ce qu'il n'a pas été en mesure, lui, de comprendre pendant qu'il était vivant. Je ne sais pas si je suis assez clair. C'est-à-dire que souvent, quand on repense à la trajectoire peut-être d'un de nos aïeux, mais même d'un ami ou d'une personne célèbre ou pas, on s'aperçoit, une fois qu'elle est morte, c'est-à-dire que la boucle est bouclée, on comprend mieux le trajet qu'elle a suivi, et peut-être même ce qui l'a tué et ce qui a été la raison des répétitions de ses échecs ou de ses réussites. Eh bien ça, je dirais que la psychanalyse nous permet de le réaliser avant d'être mort, ce qui est quand même pour moi un des grands succès de la psychanalyse. Donc Irène aurait dû faire une psychanalyse. Mais oui, mais bien sûr, parce que là aussi, vous savez, ce qu'on appelle aussi les malédictions familiales, qui hélas existent toujours. La malédiction, c'est un côté évidemment surnaturel, mais il y a en effet ces familles où chaque génération voit son accidenté grave, son suicidé, sa maladie grave. Chaque nouvelle génération voit ceci qui est
en général la répétition d'un trauma qui n'a jamais été dit, jamais parlé, et qui se répète en acte de génération en génération. C'est ce qui arrive à Irène, dont les parents se sont suicidés sans que jamais elle ait pu comprendre pourquoi ils avaient commis cet acte, pourquoi ils l'avaient abandonnée. D'autant qu'on lui a évidemment menti comme on ment aux enfants, puisqu'elle était petite fille, en lui disant que ses parents étaient partis en voyage. La pire des choses qu'on puisse dire à un enfant pour parler de la mort des parents, puisque c'est une façon de lui dire ils t'ont abandonné, alors qu'au moins la mort est quelque chose dont on peut parler avec un enfant. Voilà, donc évidemment, elle répète d'ailleurs, c'est un peu en ce sens que ce que vous disiez de la psychanalyse qui peut nourrir aussi la fiction littéraire, eh bien, Irène va mourir de la façon dont ses parents sont morts, c'est-à-dire va être rattrapée par la répétition de ce drame intime. Alors, je l'ai dit, Paul est affaibli dès le début, puisqu'il découvre son extrême vulnérabilité. Pourquoi vous avez voulu comme ça que votre protagoniste soit quelqu'un de vulnérable physiquement, comme ça? Évidemment, parce qu'il y a des échos en moi, évidemment. Vous savez, très souvent, je dirais, la caricature du public sur le psychanalyste, c'est les psychanalystes sont tous fous. Ce qui n'est pas faux, comment dire, mais ça n'est pas faux en soi, c'est-à-dire que on n'arrive pas à la psychanalyse par hasard, c'est sa vulnérabilité dont vous parliez, ce sont ses blessures intimes, sa névrose qui amène un sujet à devenir psychanalyste. Évidemment, on ne peut pas s'abriter toujours derrière je veux être psychanalyste parce que je veux aider les autres, c'est tout. Il y a forcément, si on fait un travail sur soi, c'est aussi pour savoir qu'on n'est pas devenu psychanalyste par hasard. Alors, et si l'on était fou, je dis fou, non, parce qu'il s'agit de névrose, hein, pas de folie. Un psychotique devient plus difficilement psychanalyste. Mais un névrosé, évidemment, évidemment. Donc on se nourrit de sa propre vulnérabilité, de ses propres failles, pour faire un travail qui nous permet ensuite de pouvoir en parler. Et je dis, en parler, c'est une force. Donc, évidemment que le personnage de Paul me ressemble, c'est pas un secret, ça, pour le coup. Sauf que lui, je dirais, se lance dans une aventure qui risque vraiment de lui coûter très cher. Et tout à coup, il sombre dans quelque chose qui est la croyance pure en la possibilité de renouer contact avec une disparue. Alors là, vous touchez aussi, et d'ailleurs vous en parlez plusieurs fois, à une sorte d'impasse de notre société contemporaine qui est son absence de lien avec l'immortalité. L'individu dépourvu de religion, évidemment, n'a plus de ciel vers lequel se tourner. Oui. C'est vrai, et je dirais aussi que nous sommes dans une époque où la mort est escamotée en permanence, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rituel. Je veux dire, croyant ou pas, il est essentiel de pouvoir se livrer à des rituels funéraires. Vous avez sûrement fait l'expérience comme moi de ces cérémonies au cimetière expédiées en quelques minutes, alors que on a besoin de temps, on a besoin de pleurer, on a besoin de parler, on a besoin j'allais dire, de vraiment laisser sortir quelque chose de la douleur absolue, ce que la société nous confisque. En plus, on ne meurt plus chez soi, ou très rarement. Donc, la spiritualité, c'est une nécessité absolue. Je ne suis pas croyant, et pourtant je dis, la spiritualité est quelque chose d'absolument essentiel. Ne serait-ce dans le fait, en effet, de ne jamais renoncer au rituel, à tout ce qui fait la capacité de symboliser la mort, de travailler sur la mort et de se laisser aller au deuil, précisément, que d'une façon on prétend faire, mais qu'on évite absolument. Et d'ailleurs, on pourrait dire que Paul a un parcours de croyant. En tout cas, il va avoir une révélation technologique, et ensuite il va avoir la puissance de foi, mais aussi une part d'aveuglement du croyant pour l'intelligence artificielle. Oui, alors évidemment, ce ne serait pas gentil pour les croyants de dire
que Paul est exactement dans la même mécanique que celle du croyant. En tout cas, ce qu'il sait, parce qu'il n'est pas complètement dupe, c'est ce qui m'intéressait dans le personnage, parce que sinon il aurait été presque ridicule. Mais il est sans arrêt à dire je sais bien, mais quand même. C'est cette formule. Je sais bien, mais quand même. Il faut que j'y aille. Je sais bien que c'est une illusion, mais quand même, je veux y croire. Et ça fonctionne. Et donc, il est à moitié dupe, mais cependant, ses premières rencontres avec Irène revenue sur Terre, si je puis dire, sur écran, ce serait mieux dire, le comble. C'est un tel pansement sur sa douleur que dans un premier temps, évidemment, il s'y complaît. La leçon, évidemment, du livre sera que il s'agit à un moment donné de sortir de cette aliénation et de cette duperie, parce que Paul, il risque vraiment sa vie. Ce que je répète encore une fois, c'est que tout ce qui se passe pour Paul peut sembler de la science-fiction. Ça n'est pas de la science-fiction. C'est une fiction et c'est de la science. Ce n'est pas une science-fiction. Tout ce que je décris dans le livre, tout ce qui s'y passe peut réellement advenir. Vous avez cette phrase, en effet, vous citez plusieurs fois cette phrase de Freud qui est au centre du livre, la mort n'existe pas pour l'inconscient. Elle n'existe pas non plus pour la littérature. Si on pense que tous les livres écrits sont des petites tombes qui amènent à l'immortalité de l'auteur, j'ai toujours vu ça. C'est étonnant, je veux dire, ce sont le format plus le nom et les dates, quoi. Enfin, et en effet, le fait qu'un livre vous ouvre à l'immortalité. Alors là, on parle de la démarche de l'écrivain. Maintenant, la littérature elle-même, effectivement, quand un auteur parle si bien de la mort, il la fait vivre. Oui, vraiment. Puis on parle avec les morts sans cesse en lisant. Sans cesse, sans cesse. Il y a autre chose il y a un autre art qui est très important dans le livre, c'est la musique. Ravel, Philippe Glass. Alors, j'imagine que c'était aussi en résonance avec le mythe d'Orphée que vous avez voulu que cette musique soit très présente. Mais est-ce que c'est pas aussi une façon d'affirmer que l'immortalité, elle est là et sans doute pas ailleurs que là? Alors là, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que s'il y a un moment où l'on peut avoir, je veux dire, la prescience de ce que serait la transcendance, c'est vraiment quand on est en extase devant une œuvre d'art ou quand on est traversé par une musique sublime. Là, je pense que c'est la vraie spiritualité, on la trouve là, même si on n'est pas croyant. C'est évident. Il y a dans la musique, j'ai beaucoup parlé de musique, en effet, d'abord parce que je suis un amateur de musique et que j'aimais l'idée, par exemple, que souvent, quand un couple amoureux aime écouter les mêmes musiques et ces musiques-là, tout à coup, transcendent aussi leur relation et la soudent. D'ailleurs, dans le livre, à un moment, il y a ce fameux deuxième mouvement du concerto en sol de Ravel, qui pour moi est une sorte de chef-d'œuvre absolu, qui à chaque fois me fait croire en Dieu, donc c'est vous dire, mais qui est le lien qui unit le plus solidement Paul à Irène, et c'est au moment où cette musique va retentir dans la maison que Paul va sentir que Irène est revenue. Voilà. J'essaie de ne pas en dire trop. Non. Alors, vous me disiez aussi avant cette rencontre que les jeux vidéo avaient joué un rôle non seulement dans votre vie, mais surtout pour l'écriture de ce livre. C'est un peu inattendu. Oui, c'est inattendu, mais dans le petit passage que je vous ai lu, je vous ai dit quel était mon âge réel malgré mon âge apparent. Donc, il est évident que les jeux vidéo exercent sur moi une certaine fascination. Et ne nous leurrons pas, une pure fascination ludique, mais aussi magique, parce que je ne veux surtout pas savoir comment c'est fabriqué. Et je suis bluffé par le réalisme de ce que ces jeux proposent. Et puisqu'on est dans cette question du soin, il se trouve que très souvent, je reçois des parents éplorés qui viennent avec leur adolescent qui passe ses journées sur l'écran et avec leur console de jeu entre les mains. Et c'est vrai que j'ai parfois un peu de mal
à traiter cette question dans la mesure où je comprends trop bien la fascination que ces jeunes gens peuvent ressentir. Et je me suis aperçu que c'est précisément en leur disant à quel point je partage cette fascination que j'arrivais à créer un twist, c'est-à-dire quelque chose qui peut se retourner en leur montrant à quel point ils allaient être héroïques d'abandonner cette addiction-là, parce que je sais à quel point c'est formidable. Et ça noue la relation d'une autre façon, du côté du soin, là, je dirais, parce qu'en effet, il y a parfois une véritable addiction qui fait que le jeune ne peut plus, s'enferme complètement dans ce monde imaginaire. Mais c'est vrai que c'est à partir de cette fascination pour cet univers que je me suis dit qu'il y avait là matière à une fiction très réaliste. J'avais vu, on en a parlé tout à l'heure de Black Mirror, hein, je vous disais, une série sur Netflix qui s'appelait Black Mirror, où il y avait des épisodes comme ça d'histoires fantastiques, dont l'un qui, d'une certaine façon, m'a lancé dans l'écriture de ce livre. C'est, je vais tout à fait résumer, mais enfin, une femme a perdu son mari, est inconsolable, et une entreprise lui dit qu'on peut lui rendre son mari d'une autre façon, sous une forme lyophilisée, qu'elle va mettre dans la baignoire, et il va retrouver son apparence d'antan. Enfin, c'était ça. J'ai regardé ça avec une moue un peu désabusée, en me disant, mais c'est dommage d'avoir créé cette fiction de façon aussi invraisemblable, alors qu'il y a moyen de la faire exister de façon tout à fait réelle. Et c'est ce qui m'a lancé dans l'écriture de ce livre, entre autres. Pour revenir au sujet de Bibliotopia, le care, le soin, vous avez commencé par dire la psychanalyse n'est pas là pour soigner, mais pour sauver. Là, on voit bien que la science aujourd'hui et la technique offrent de nouvelles promesses de soins absolus pour les individus, et notamment ceux qui se sentent les plus blessés ou les plus isolés, puisque au fond, c'est aussi ça l'histoire de Paul. Vous qui en tant que psychanalyste et écrivain, est-ce que vous pensez que finalement l'homme, l'individu, aura toute sa vie ce rêve de guérison totale? C'est intéressant de penser que chaque invention humaine, scientifique, est bien sûr le résultat d'une avancée de la science, de la technique, de la technologie, mais aussi l'accomplissement d'un fantasme majeur de l'humanité. Toutes les inventions. Alors évidemment, c'est facile de parler par exemple du téléphone portable qui en dit long. Alors, prodige technologique évidemment, d'une avancée technologique extraordinaire, mais aussi réalisation d'un fantasme absolument archaïque, celui du cordon ombilical jamais coupé. C'est-à-dire que vous savez comme moi, puisque vous l'avez tous entendu, que quelqu'un au téléphone ne dit plus allô, mais dit t'es où? C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de question d'avoir toujours l'autre sous la main, ce qui est une sorte de fantasme aussi de fusion avec l'autre. C'est le mythe de l'androgyne, c'est l'autre moitié est toujours là à portée de la main. Donc il y a bien sûr la technologie, mais il y a aussi le fantasme humain qui est réalisé à travers cette technologie. Alors, le cinéma, l'enregistrement du son, la vitesse, et bien sûr, aujourd'hui, la possibilité, grâce au numérique, à l'intelligence artificielle et aux images virtuelles, de faire revenir les morts, ce qui est aussi un mythe aussi vieux que l'humanité. Orphée en témoigne. J'en avais d'autres en tête là qui ne me reviennent pas, mais en tout cas, le téléphone, bien sûr, la photographie, par exemple. On pourrait se dire, la photographie, c'est une jolie façon de quoi? D'immortaliser quelque chose. On est là aussi dans la question. Donc il y a la technique photographique qui elle-même est tout à fait prodigieuse, magnifiquement maîtrisée, mais dessous, il y a le fantasme majeur d'immortaliser, de faire en sorte que la mort n'atteigne pas le sujet qui est photographié. Même une nature morte, c'est le cas de le dire. Mais il est évident qu'elle ne pourrira jamais. Il y a ce désir-là dans l'acte photographique. Et ces fantasmes-là, un psychanalyste ne peut pas véritablement les éteindre chez ses patients, j'imagine. Mais non, mais au contraire, enfin, je dirais, surtout pas éteindre, mais au contraire, permettre de vivre en bonne harmonie. D'une certaine façon, cette phrase est devenue une tarte à la crème à tel point que j'ose même pas la dire. Deviens ce que tu es. C'est vraiment rebattu. Mais
au fond, c'est quand même très vrai. Mm. C'est aussi un des objectifs. Je parlais tout à l'heure de suivre sa pente pourvu que ce soit en montant, devenir ce qu'on est, et non pas essayer. Vous voyez, je dirais, le risque aujourd'hui, pour moi, dans les nouvelles façons de traiter, je dis bien que les thérapies comportementales ont aussi sur certaines pathologies, par exemple les phobies graves, les TOC, ce sont des techniques qui fonctionnent. Mais c'est même pas la peine de les opposer à la psychanalyse, c'est autre chose. C'est autre chose. Et je voudrais surtout pas que les thérapies, que le soin aujourd'hui, que toute thérapie entreprise soit quelque part une thérapie de conversion. Vous connaissez comme moi cette horreur que sont les thérapies de conversion qui veulent amener par des méthodes une personne homosexuelle, par exemple, à renoncer à son homosexualité. Mais d'une autre façon, je dis bien que généraliser l'idée de thérapie de conversion à toute forme de thérapie serait une façon de dire « rentre dans la norme ». Quoi qu'il arrive, alors que l'objectif de la psychanalyse est diamétralement opposé à ça. Sois à l'aise avec ce que tu es, assume-le et vis en bonne intelligence avec ce que sont tes symptômes. Alors, nous voici arrivés à la dernière partie de cette discussion. Donc voilà, je vous laisse la parole pour des questions à Philippe Grimbert sur ce que vous voulez. Ah, une question de... Madame au premier rang. Bon, on a beaucoup parlé les derniers 2 ans que les gens avaient beaucoup de peine à quitter leur parenté ou les gens qui avaient le Covid, qui ne pouvaient pas s'approcher ou avoir les obstacles normaux. Est-ce que vous avez eu une expérience beaucoup plus de monde qui a des difficultés? Vous voulez dire avec les personnes comment les gens ont vécu le confinement et la difficulté de rencontrer les autres dans cette période difficile? Le deuil dans cette période-là. Ah, le deuil dans cette période-là. C'est ça. Parce qu'on n'arrivait pas même à enterrer les gens. Ah oui, mais bien sûr. Alors, oui, ben, évidemment que ça a été déjà, je disais tout à l'heure à quel point la cérémonie, l'accompagnement du mourant sont des choses qui se réduisent à portions congrues. Il est évident que dans cette période, le fait que certains n'aient même pas pu accompagner leurs proches dans les moments ultimes, n'aient pas pu être auprès d'eux, est quelque chose qui a multiplié le deuil par 1000, c'est évident. Je dirais que c'est encore plus difficile de symboliser, et surtout, je dirais que même si l'on sait qu'on n'a pas pu faire autrement, ça ne suffit pas à alléger la peine. Je dirais que ce qui est fondamental dans le fait de quitter et de dire adieu à quelqu'un de proche, c'est de se séparer en paix. Ce qui est souvent, les deuils les plus difficiles à faire sont ceux que l'on a à faire avec des personnes avec qui on est parti en conflit, avec qui que l'on a laissé partir en restant en conflit ou en pensant qu'ils nous en voulaient. Donc, c'est-à-dire ça, par exemple, le fait de ne pas pouvoir, dans le moment le plus difficile de la vie ou de la disparition de quelqu'un, pouvoir aller lui parler, même si toutefois le désir est là, ça, c'est sûrement quelque chose qui a dû être terrible, parce que beaucoup de gens n'ont pas pu quitter les leurs dans un sentiment de paix et de tranquillité. Donc ça a dû être une vraie difficulté. L'autre, elle est évidente. On a envie d'être là, on a envie d'être près de ceux qu'on aimait, et voilà que ces circonstances terribles nous en empêchent. C'est encore un obstacle au deuil. Et je dirais que celui-là, il va être encore plus long à faire. Même ce deuil partiel dont je parlais, ça va être encore plus difficile, évidemment, parce qu'on n'a pas pu le faire dans les règles. Mais j'aimerais bien que ces règles soient un peu plus présentes aujourd'hui dans notre société, parce qu'elles sont vraiment tellement réduites au minima qu'on ne peut pas élaborer, on ne peut pas symboliser un deuil. Merci pour cette excellente conférence. Je reviens à votre histoire de fait qu'on rêve des personnes qui sont mortes. Alors, moi, j'ai eu un rêve, j'ai accompagné ma mère pendant longtemps, enfin peut-être une année difficile avant la fin. C'était une femme qui psychologiquement était
était difficile. Et je pense que comme enfant, c'est un peu sauvage comme interprétation, mais j'ai toujours rêvé de la guérir, de la voir heureuse, etc. J'ai fait mon maximum, surtout vers la fin. Et j'ai rêvé de quelque chose d'assez incroyable. Donc, quelques mois après sa disparition, j'ai fait un très beau rêve où elle était comme elle était vers 60 ans, c'est-à-dire très, très belle et très épanouie. Elle est morte à 87 ans. Et elle me parlait. Et à propos de ce que vous disiez, que dans le subconscient, évidemment, ça n'existe pas la mort, mais moi, dans le rêve, très poliment, je lui disais, elle me parlait, elle me parlait, elle me parlait. Et je disais, maman, excuse-moi, mais tu sais que tu es morte. Et j'étais très gênée parce que c'est comme si je lui dévoilais quelque chose que peut-être dont elle se rendait pas compte. Et elle m'a répondu, mais oui, je sais, c'est pas ça ce que je veux te dire. Ce que je veux te dire, c'est que je suis guérie. Et c'était très cinématographique, c'était une comédienne, c'était très lumineux. Et je suis restée avec cette histoire. Non, c'est pas grave que je sois morte, je le sais, mais je suis guérie. C'est très joli et en effet c'est très cinématographique et en même temps ça n'infirme pas l'idée que pour l'inconscient la mort n'existe pas parce que il y a quand même dans cette situation, j'allais dire, le fait que vous, rêveuse, vous dites tranquillement tu es morte alors qu'elle est vivante devant vous. Mais cette contradiction ne vous épate pas plus que ça. Non. C'est ça, oui. C'est un joli rêve. Je peux poser encore une question. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à votre livre et puis par rapport à votre recherche sur le rapport aux défunts, etc. Qu'est-ce que vous pensez de la médiumnité? Écoutez, je voudrais m'assurer qu'il n'y ait pas de médium dans la salle avant de dire quelque chose. Mais écoutez, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Quand j'étais adolescent ou jeune adulte, je suis allé à des réunions de spirit, faire tourner les tables, parler avec les esprits. J'adorais ça, ce qui est assez classique quand on est un peu plus jeune. Après, il y en a qui continuent, mais je vais pas jeter la pierre. Il y a certains médiums actuellement dans les médiums dans les médias, qui font commerce de quelque chose qui me semble parfaitement malhonnête et qui, bon, je ne citerai pas le nom de la personne, mais elle fait des conférences où il y a une centaine de personnes qui viennent l'écouter, et elle disait que même son GPS parfois lui parlait, et qu'une fois elle était partie pour une visite chez quelqu'un, tout en sentant que ça n'était pas une bonne chose, et son GPS, dit-elle à la salle, lui a dit « faites demi-tour immédiatement ». Ce que dit classiquement un GPS quand on se trompe de route. Mais elle l'a dit très sérieusement en disant « vous vous rendez compte, les esprits me disaient à quel point ». Bon, voilà. Alors, dans ces cas-là, j'ai un peu de mal avec les médiums. Mais je ne suis pas aussi radical dans cette... Parce qu'il y a quand même des dons assez extraordinaires chez certains voyants ou certains médiums, mais je dirais que, de mon point de vue, ça n'est pas avec les morts qu'ils ont le don d'être en contact. C'est avec l'inconscient de la personne qui est en face d'eux, qui leur permet de lire et d'entendre quelque chose qui n'est pas dit, mais qui transparaît dans l'attitude, dans les pensées de la personne. Ce sont souvent des psychologues assez fins, c'est-à-dire qui arrivent, en effet, évidemment, ils font parler les morts, mais ils font parler les morts tels que la personne en face d'eux voudrait entendre parler ses chers disparus. Donc, c'est pour ça que je résumerai de façon peut-être un peu sectaire, mais en disant que le médium en question n'est pas en rapport avec les morts, mais avec, je dis bien, avec l'inconscient de la personne qui les consulte. Mais ils sont doués, hein. Certains. Et ça peut même faire du bien à certaines personnes. Évidemment qu'une personne qui sort complètement heureuse d'une consultation médiumnique en disant ça y est, je suis à nouveau en contact avec ma mère, elle m'a dit telle chose, elle m'a dit que tout allait bien, qu'il fallait pas que je m'inquiète. Bon, c'est évidemment ce qu'elle souhaitait entendre, mais ça lui a fait du bien. Bon, je vais dire, voilà, est-ce que je ne me prononce pas plus que ça? Bonjour. Est-ce qu'à la manière d'André Gide, que vous avez cité vous-même, qui disait choisir c'est renoncer, est-ce que vous pourriez renoncer à une de vos deux activités, psychanalyste, écrivain, ou alors est-ce qu'au contraire, elles rentrent totalement en corrélation? Et est-ce que des fois, par exemple, vous écoutez un patient parler et vous vous dites « Ah tiens, ça fera un bon personnage »,
Ah, ça, je me le dis souvent. Ah oui. Non, mais vous avez raison. Ça, je me le dis souvent, mais je m'interdis évidemment pour des raisons éthiques. On le saura jamais. De toute façon, oui, mais le patient lui-même, je serais quand même vraiment très ennuyé qu'un patient se reconnaisse dans... Alors, je ne... Bien sûr, non seulement un patient, ça fera vos personnages, ou l'histoire de mes patients. Chaque personne peut faire l'objet d'un roman, c'est évident. C'est très frustrant de se dire il faut y renoncer, parce que, pour des raisons simplement éthiques. Mais ça ne veut pas dire que je renonce complètement à me servir de ce que j'entends. Je me sers plutôt des mécanismes que je vois à l'œuvre. Donc ça, c'est quelque chose qui appartient à tous et à toutes, mais je ne peux pas me servir d'un de mes patients comme, hélas, hein, comme personnage de roman. Si je devais renoncer, non, ce sont vraiment les deux piliers de mon plaisir intellectuel. Si je devais renoncer, je veux dire, tout simplement, je pourrais être à la retraite en tant que psychanalyste, mais pas en tant qu'écrivain. Donc, si quelque chose continuera, quand vraiment je me dirais que je suis un peu trop fatigué pour continuer d'exercer le métier d'analyste, j'ose espérer que l'écriture continuera de me tenir compagnie. Sachant que l'écriture je ne suis pas quelqu'un qui écrit tous les matins, comme certains ont une sorte de discipline. Non, il faut qu'un livre me tombe dessus, c'est vraiment le mot, hein, un sujet de livre me tombe dessus, pour que là, je devienne un écrivain infatigable. Mais ce n'est pas tout le temps. C'est comme la grâce. Là, on va revenir un peu à la religion. Vous êtes très spirituel aujourd'hui. Finalement, oui, plus que je ne pensais. Je me permets également une deuxième question. Est-ce que vous pourriez nous dire à quel jeu vidéo vous avez joué ou c'est vrai. Quel jeu vidéo Alors, vous ont inspiré? je vous conseille vivement. Alors, vous avez entendu peut-être parler d'un jeu qui s'appelle Detroit Become Human. Ça vous dit quelque chose? Monsieur a l'air de savoir, donc il vous dira. Parce que c'est là que j'ai vu les personnages virtuels les plus réussis. En plus, ça jouait vraiment là-dessus, puisque c'était des robots, des humanoïdes. Il y avait quelque chose qui vraiment beaucoup plu. Et puis j'ai adoré. Mais alors là, je sais pas, j'ai honte, hein, finalement. Mais il ne faut aucune honte, vous connaissez ça. Vous voyez, bien sûr, voilà. Mais parce que c'est magnifique, les graphismes sont sublimes. Et donc, je me suis vraiment beaucoup amusé avec ça. Mais il y a des jeux, je ne retrouverai pas il y a des jeux qui explorent des domaines beaucoup plus étonnants. Il y avait un petit garçon comme ça qui navigue à la recherche de son père, et on comprend ensuite à la fin du jeu que c'est le père en réalité qui cherche cet enfant disparu en mer. Peut-être vous voyez... Et vous partez dans un univers qui vraiment vous bouleverse, hein, avec une véritable émotion. C'est pas des combats, je suis pas fanat des jeux de combat, mais des jeux d'aventure avec des énigmes, ou alors des jeux comme ça qui vous plongent tout à coup dans un univers extrêmement troublant avec des inventions graphiques merveilleuses. J'en retrouverai peut-être d'autres auxquels ces deux-là en tout cas sur. Une question. Bonsoir, j'ai une question à vous poser sur l'écriture et sur les recherches que vous avez faites qui ont accompagné cette écriture. Est-ce que vous vous êtes intéressé au transhumanisme et à ce que peuvent faire les grandes d'Internet? Je ne ferai pas cette question. Je ne sais pas, dis-moi. Écoutez, non, sincèrement non. Je connais très mal. Donc c'est pour ça, je vais vous faire une confidence. Mon intervieweuse avait prévu une ou deux questions sur le transhumanisme. Je lui ai dit, oh non, n'allons pas là-dessus. Et bien, vous voyez, tel le refoulé, ça revient au galop. On ne peut pas complètement éliminer. Non, mais je m'y connais vraiment pas assez pour pouvoir vous dire des choses, sinon intelligentes, du moins pertinentes sur le sujet. Est-ce que vous pourriez, ça me rendrait service, me résumer vraiment ce que recouvre la notion de transhumanisme? S'il vous plaît, oui, parce que... Je crains que non, mais effectivement, enfin, moi je trouve ça effrayant en fait, cette façon, ce que j'en ai compris en tout cas, de capter ou de sauvegarder ce que serait l'esprit, l'âme de Il y a un rapport avec l'éternité aussi, non? Un rapport, pardon? Avec l'éternité, l'immortalité, c'est ça, oui.
Parce qu'on aurait on aurait la possibilité de capter ce que fait la personnalité ou la vie, enfin l'histoire d'une personne, et que ça pourrait être sauvegardé en fait. C'est drôle parce que je vous dis, je connais rien au transhumanisme, mais c'est exactement ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Non, pas tout à fait, parce que c'est le désir d'immortalité pour soi. C'est pas le désir de dialogue avec les morts. Bon, ça va, donc j'ai cru que comme Monsieur Jourdain, j'avais fait du transhumanisme sans le savoir. Mais oui, mais c'est forcément quelque chose qui me fera peur. Beaucoup de choses dans le trans me font un peu peur en ce moment. Peut-être est-ce qu'il y a une dernière question? Madame, je crois depuis un certain temps. Oui, lorsqu'on parle de faire le deuil, j'ai l'impression que des fois, ça veut dire pour beaucoup de personnes dépasser la peine, dépasser le chagrin. En tant que moi, je ressens ça plutôt comme une façon d'intérioriser la personne, de l'intégrer en soi, dans son psychisme. Alors on se sent toujours accompagné par elle. On peut même parler, qu'est-ce que tu ferais dans ces situations? Tu dis à ton père ou tu dis à ta mère. C'est comme si tout d'un coup, on l'a toujours avec soi. On ne peut jamais se séparer comme lorsqu'elle était vivante. On la porte toujours et c'est presque comme une grossesse. C'est comme si on devenait... Des fois, lorsqu'on accouche, on a des fois la nostalgie du bébé qui on portait en soi tout le temps, là où nous on allait. Le bébé était avec nous, même si on a envie de les voir naître et tout. Mais dans ces cas, c'est un peu le processus inverse. C'est comme si on devenait, comme si on les portait. Et c'est ça que ça serait pour moi, faire les deuils, plus que dépasser et oublier. Ben, on ne peut être que séduit par ce que vous venez de dire. Je trouve que c'est une très jolie façon de... Alors, je ne sais pas si c'est justement une très jolie façon de faire avec la douleur du deuil, c'est-à-dire de porter le disparu en soi et d'une certaine façon de continuer de le faire vivre à l'intérieur de soi. Mais peut-être que ça n'est pas un deuil, ça. Mais c'est difficile de se disputer sur la question de la détermination et de la définition exacte du deuil. Mais ce que vous venez de dire, je trouve que c'est la façon, en effet, sûrement la plus harmonieuse de faire avec. C'est-à-dire que je repense toujours à une chanson de Jacques Brel, je ne me souviens plus quel est son titre, mais le refrain c'est « On n'oublie rien, on n'oublie rien du tout, on s'habitue, c'est tout ». Qui est terrible d'ailleurs comme notion, mais c'est aussi une façon de définir le deuil. On s'habitue, c'est tout, pas plus que ça. Mais en effet, tout à l'heure quand je disais il faut faire une création, peut-être, une des solutions pour que la perte soit supportable, c'est d'en faire une création. Alors en effet, associer la personne aimée à tout ce qu'on vit aujourd'hui alors qu'elle n'est plus là, ça peut être une création. Elle peut être aussi une aide à la création. Et je pense que, par exemple, une des plus jolies façons, quand on sait bien, les gens qui ont perdu un enfant d'une maladie grave font une fondation. Créer une fondation autour de la maladie en question, c'est aussi, je trouve, voilà une magnifique façon d'essayer de surmonter l'insurmontable. Bon, eh bien, Philippe Grimbert, merci beaucoup pour cette discussion. Et donc, je vous invite à aller signer votre livre là-haut et ensuite à aller partager un cocktail avec nous. Avec plaisir. Merci de votre attention.